Un documentaire diffusé à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Un documentaire que l'on va prolonger avec nos invités. Je vous les présente. Docteur Charles Gelman, bonsoir. Vous êtes neuropsychiatre. Vous suivez des personnes transsexuelles depuis plus de 30 ans. Et puis Delphine Filbert, bonsoir. Vous avez 50 ans, 2 enfants que vous avez eus avec votre ex-épouse, car il y a encore 2 ans, vous vous appeliez Didier, vous étiez un homme. Alors si aujourd'hui vous parlez à visage ouvert, vous avez d'ailleurs écrit un livre, ça veut dire que vous assumez pleinement aujourd'hui votre identité de femme. J'assume tout à fait, j'assume à 100%, je dirais. Ça n'a pas été forcément facile, mais on va en parler, à ce jour, je suis prête à être visible de manière à ce que d'autres personnes qui sont dans leur questionnement, qui sont éventuellement dans leur placard, ce qu'on appelle être dans leur placard, qui sont en souffrance, puissent se rendre compte que les personnes transgenres sont des personnes comme vous et moi, justement. Finalement, vous avez franchi le pas très tardivement, parce que vous avez eu pendant longtemps une vie de père de famille, vous avez été marié, je l'ai dit, 2 enfants. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi? C'est pour différentes raisons. Il y a un déni principalement de ce que peut être la transidentité, de ce que je ressentais au fond de moi, de mon identité de genre qui était présente. C'est-à-dire que vous l'avez refoulé pendant des années? Je l'ai refoulé pendant des années pour des raisons relativement simples. C'est que la vision de ce qui s'appelait à l'époque la transsexualité il y a 30 ans était une vision qui était caricaturale, qui a été très longtemps caricaturale dans les médias par la vision de la prostitution, des cabarets. Ce n'est pas, elle existe, cette partie-là dans la transidentité, mais une impossibilité pour moi d'associer mon identité de genre à cette vision montrée, et je ne voyais pas mon parcours de vie dans cette voie-là. J'avais une vision de faire mes études de vétérinaire, d'être docteur vétérinaire, d'exercer. Ce que vous êtes devenu? Ce que je suis devenu, tout à fait. J'ai exercé pendant 22 ans dans la même clientèle, sous le nom prénom de Didier. Et aujourd'hui, c'est Delphine. Et aujourd'hui, c'est Delphine. C'est bien accepté par vos patients? Les clients, les patients ne m'ont pas plus mordu que d'habitude. On va dire les propriétaires de vos patients. Et les propriétaires, eh bien, dans l'année écoulée, j'ai eu des contacts comme peuvent l'avoir tout vétérinaire, et personne n'a jamais fait de remarques. J'ai des clients qui m'ont offert des fleurs, donc a priori, il ne doit pas y avoir de soucis avec mes clients. Alors, c'était quoi votre vie quand vous étiez, entre guillemets, encore un homme et que vous étiez dans le déni? C'était une vie comme beaucoup de gens, c'est-à-dire j'avais une femme, des enfants, tant que vétérinaire j'avais des revenus qui étaient convenables et qui me permettaient d'avoir une vie convenable. Mais vous n'étiez pas heureux? Si, il y a des bons moments heureux dans ma tête, il y a plein de bons souvenirs qui sont là. Par contre, il y a aussi toute cette face que j'ai cachée, ce que dans mon livre j'appelle un mur, derrière lequel j'avais voulu enfouir mon identité de genre, j'avais voulu enfouir celle que je suis devenue. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez quand on ne vous voyait pas, quand vous n'étiez pas visible aux yeux des autres? Il y avait des images dans ma tête. Donc c'était éventuellement juste le soir caché chez moi, de mettre des vêtements de mon épouse pour me sentir bien. Ou avant d'être marié aussi le même genre de choses. Donc je me demandais si ce n'était pas tout simplement une question d'orientation sexuelle. Est-ce que par hasard je n'étais pas homosexuel ou bisexuel? Est-ce que j'avais pas besoin de chercher autre chose? Il s'est avéré que après quelques expériences, non, c'était pas une question d'orientation sexuelle, c'était autre chose. Et vous n'étiez pas né dans le bon corps, c'est ce que vous disiez? C'est quoi, qu'il y avait un décalage? Ah, je n'ai jamais utilisé ne pas être né dans le bon corps. Je disais simplement que je ne me sentais pas moi tel que j'étais. C'était la façon dont je le ressentais. Justement, docteur Charles Gelman, vous qui suivez des transsexuels depuis 30 ans, comment vous évaluez qu'une personne vraiment est transgenre? Quel parcours vous faites avec cette personne? Alors, actuellement, on demande à ces patients de faire 2 ans de psychothérapie pour réfléchir sur leurs problèmes, pour réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis, je leur fais faire aussi des tests de personnalité par un psychologue diplômé. Et comment, au bout du parcours, vous vous dites, bon, d'accord, vous avez le droit de changer d'identité? Au bout du parcours, donc si on a
si les tests psychologiques ne révèlent pas une maladie mentale, si on a fait 2 ans de suivi psychologique, si on a écrit sa biographie, je leur demande d'écrire au moins 10 pages sur l'histoire de leur vie. D'ailleurs, ça permet d'avoir beaucoup plus facilement le changement d'identité en justice, parce qu'en justice, on se base que sur des documents. C'est pas en voyant les gens... pour avoir le droit de changer d'état civil. Pour avoir le droit de changer d'état civil, voilà. Et donc, les personnes qui font ça, en principe, je leur fais un certificat les autorisant à être opérés. Vous avez choisi de ne pas du tout prendre la voie, entre guillemets, officielle. Donc, pas de psychiatre comme Monsieur Gelman. Vous dites, c'est mon parcours personnel, c'est ça? C'est mon parcours personnel, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai réussi à accepter l'identité de genre qui est la mienne. À l'époque, parce que globalement, j'avais besoin. Je n'avais jamais parlé, de ma vie intime. Celle qui était vraiment gardée au plus profond de moi. Et je lui ai lâché le morceau, j'en ai parlé à mon médecin, je lui ai dit voilà. Mais je n'avais pas besoin d'avoir un diagnostic, ce n'est pas une maladie, je ne me sentais pas malade, j'ai simplement eu besoin de vider mon sac, d'expliquer, et ce psychiatre ne m'a pas jugé. Donc ensuite, j'ai entamé un processus médical, chirurgical pour modifier mon corps. C'est-à-dire vous avez pris un traitement hormonal? J'ai suivi un traitement hormonal. Et ensuite, vous êtes allé en Thaïlande pour vous faire opérer? C'est tout à fait secondaire, l'opération, mais ça fait partie du processus. Vous avez quand même choisi d'aller jusqu'au bout du processus. Vous avez vu dans le documentaire que certains s'arrêtent à la prise d'hormones. D'ailleurs, il s'agit de 90% des transgenres qui s'arrêtent à des prises d'hormones, ou même juste à des modifications vestimentaires qui ne vont pas jusqu'à la prise d'hormones. Il n'y a que 10% des transgenres qui ressentent le besoin d'aller jusqu'à l'opération. Et pourquoi vous ressenti ce besoin d'aller jusqu'à enlever votre pénis? Tout simplement parce que mon identité de genre fait que, pour moi, j'avais besoin d'aller jusqu'à cette opération-là, rien de plus. En même temps, la loi impose que pour pouvoir changer d'identité, il faut avoir changé de sexe. La loi n'impose pas qu'il y ait changement de sexe, la loi impose que la stérilisation soit effectuée. Pourquoi imposer une stérilisation alors que ce n'est pas nécessaire? Pourquoi? Ça vous révolte? Ça me révolte. Imaginez une personne transgenre qui a 20 ans, 21 ans, qui n'a pas encore d'enfant, qui peut avoir, pendant les 30 ans qui suivent, l'envie d'avoir de ses propres enfants. Vous avez un État qui impose la stérilisation pour avoir un changement d'état civil, ce qui veut dire que cette personne-là n'aura pas le droit, le plaisir d'avoir des enfants. C'est quand même gravissime. Alors vous l'avez eu, ce plaisir d'avoir des enfants, 2 enfants. Comment ça se passe aujourd'hui avec eux? Est-ce qu'ils ont accepté cette passage à un autre genre? Non, pour l'instant, malheureusement, ils sont encore au stade de rejet. Mais qu'est-ce que l'on peut demander à ces enfants alors que leur père a toujours dénié la personne qu'elle était, n'a jamais effleuré le sujet dans sa famille? Et votre ex-épouse, comment elle perçoit-elle? Vous avez des relations? Alors, les relations restent très superficielles pour tout ce qui concerne passion alimentaire et autres côté matériel pour les enfants. À part ça, je n'ai pas de relation. Je ne peux pas parler pour elle. J'imagine que c'est très dur. Mais pour vous aussi? Pour moi aussi, tout à fait. Pour moi, c'est très dur. Je suis passé au-delà en me disant que quand je ne vais pas, je vais me regarder dans une glace et je me dis, mais tu vis, tu es heureuse, tu es bien comme tu es. Donc je suis passé au-delà en me disant, il faut bien. Est-ce que le rejet des parents, de la famille au sens large, est-ce que ça c'est quelque chose qui dissuade parfois certaines personnes qui viennent vous voir? Parce que ça c'est... Oui, bien sûr, les gens ont très peur d'être rejetés par leur famille, même par leurs amis, par leurs collègues de travail et tout, et ça les empêche de prendre la décision, des fois pendant des années et des années. C'est-à-dire pendant des années, ils restent dans ce no man's land, finalement, c'est ça Oui, et puis finalement, c'est quand ils prennent leur retraite, parce que c'est ce que je vois, qu'ils décident de changer d'identité sexuelle. Delphine, j'ai envie de terminer par une dernière question. Aujourd'hui, on vous voit pleinement femme, épanouie. Vous êtes heureuse? Tout à fait.
Merci Delphine pour ce témoignage, un témoignage qu'on peut prolonger avec votre livre « Devenir celle que je suis », c'est aux éditions Max Milo. Merci aussi à vous, docteur Jeanne Mann.